Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir, après un an, pour une nouvelle émission, Philippe Duquesnoy. Le thème de l'émission, les Templiers sont parmi nous. Et donc, on va parler c'est un livre qui est dédié à la franc-maçonnerie. Et donc, juste avant de commencer notre émission, je vous lance le générique et je vous dis à tout de suite. Bonsoir Philippe, comment vas-tu? Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie, Gélico. Écoute, ça va très très bien depuis l'année dernière. Ça va très bien. Ça va tout va bien. Ouais. Et puis surtout le titre de l'émission de ce soir, les Templiers sont parmi nous. Le livre est dédié à la franc-maçonnerie. C'est pas surprenant. N'allons pas trop vite. C'est pas exactement comme ça. C'est pas exactement comme ça. Mais on en parlera dans l'émission. Mais on y arrivera. Mais effectivement, les Templiers sont parmi nous, ont un rapport certain avec la franc-maçonnerie. Mais disons, il y a un cheminement intellectuel à avoir pour bien comprendre et pour bien saisir comment les deux sont liés. Yes. Et justement, avant de commencer, tu as publié un nouveau roman, un nouveau livre. Donc, je vais le mettre. Et justement, on va en parler. Tac. Voilà. À l'origine de l'affaire de Rennes-le-Château, le dossier crosse les textes fondateurs. Eh bien, justement, ma première question, après tous ces livres que tu as faits, qu'est-ce qui t'a motivé justement à faire ce livre, ce nouveau livre? Si tu veux, quand on entre dans l'affaire de Rennes-le-Château, comme tous les gens, tous les chercheurs qui sont encore actuellement, quand on est depuis 20 ans dans cette affaire à rechercher, on retombe toujours, c'est sur les mêmes montages, il n'y a plus rien de très intéressant. Pourtant, l'histoire de la Bessonnière qui trouve un trésor, elle est intéressante. Alors, j'ai voulu savoir comment on était passé de l'histoire d'un curé qui a trouvé un trésor à un mystère international, mondial, cosmique, qui dépasse tout. Puisqu'à Rennes-le-Château, à l'heure actuelle, on parle de Marie-Madeleine, on parle du tombeau de Jésus, on parle de fin du monde, de grands Romains. C'est Rennes-le-Château qui a permis à un des plus grands romans d'exister, le Da Vinci Code, avec cette histoire de prieuré de Sion, de descendants de Jésus, de Marie-Madeleine, de Clovis et que sais-je. Donc, comment on passe d'un curé qui a trouvé un trésor à ce mystère mondial? Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre en recherchant, d'une part, ce qui avait réellement été écrit au démarrage de cette affaire, c'est-à-dire quand c'était encore des gens qui cherchaient le trésor de la Bessonnière. On rappelle les faits, bon, tout le monde les connaît, mais on rappelle les faits rapidement. La Bessonnière est nommée dans un petit village, très pauvre. Quelque temps après, il commence à construire, à rénover son église, à avoir une vie qui correspond absolument pas à ce qu'il gagne. Donc, on suppose naturellement qu'il soit il fait du trafic, soit il a trouvé un trésor. Bon, voilà, c'est ce qu'on imagine. Et dans le village et dans la région qui est autour de ce village qui s'appelle le Razès, on est persuadé que la Bessonnière a trouvé un trésor. Donc, il va mourir en 1917. Sa gouvernante reste là, elle profite de la maison, elle profite un peu de ce qu'il a laissé, parce qu'il n'a pas laissé beaucoup de liquide. Et elle aussi, elle laisse entendre que la Bessonnière a trouvé un trésor. Bref, toujours est-il que les années passent, et dans les années 50, il y a des gens qui commencent à venir chercher le trésor de la Bessonnière. Mais on cherche le trésor de la Bessonnière d'une manière, j'allais dire simple, on fait des trous. On demande aux anciens,
Qu'est-ce qu'il faisait la Bessonnière? Vous l'avez connu? Alors évidemment, les gens du village, hein, qui sont toujours à l'affût, les visiteurs, disent bien sûr que j'ai connu la Bessonnière. C'était sa maison là-bas. Il avait acheté la maison là-bas. Ce qui fait qu'on va faire des trous là, on fait des trous là, on dynamite des endroits rocheux pour essayer de redécouvrir le trésor de la Bessonnière. Donc il y a toute une période où on n'écrit rien, où il y a quelques articles de journaux, mais où il y a des gens qui cherchent le trésor de la Bessonnière. Voilà. Ça, on va dire, c'est comme ça jusqu'en 1967. En 1967, alors je l'ai là, il y a un livre qui paraît, hein, ce livre-là, je ne sais pas si on le voit bien. Ouais. Hein, ouais. Voilà, hein, c'est L'Or de Rennes. Hein, c'est le fameux livre de Gérard de Selle. Donc, ce livre est édité, et à partir de ce moment-là, déjà dans le livre, il y a des choses que les premiers chercheurs n'imaginaient même pas. Parce que le livre raconte que l'Église est codée, raconte que Pierre avait une vie parisienne, qu'il avait des maîtresses qui étaient célèbres dans le monde de l'occultisme. Enfin bref, on raconte dans ce livre toute une histoire qui va devenir la base de la deuxième partie de l'affaire, c'est-à-dire celle du mystère de Rennes-le-Château. On quitte l'affaire Saunière, j'allais dire, le trésor de la Bessonnière, et on passe au mystère de Rennes-le-Château, qui va exploser et partir dans toutes les directions. Et encore maintenant, tous les jours, il y a de nouvelles découvertes, soi-disant, des livres nouveaux, des théories nouvelles, bref. Donc moi, j'ai essayé de trouver dans ce livre le point de rupture, c'est-à-dire qu'est-ce qui a relié l'affaire de la Bessonnière et ce nouveau mystère de Rennes-le-Château. En recherchant les textes, les premiers textes qui ont été écrits, et qui ont été écrits non pas par ceux qui sont passionnés par le mystère de Rennes-le-Château, mais par ceux qui cherchaient le trésor de la Bessonnière. Voilà. Donc, ce sont ces textes alors que j'ai retrouvés, attention, hein, j'ai pas de mérite à les retrouver, hein. Ces textes étaient disponibles généralement. Il y en a certains qui avaient été perdus, qui ont été retrouvés. Donc, il y a certains de ces textes ont une histoire en elle-même qui est intéressante, hein, l'histoire même, j'allais dire, de ce texte, de comment ce texte est arrivé jusqu'à nous, notamment, qui est un des textes les plus importants que j'ai retrouvé, qui s'appelle La puissance et la mort, qui avait disparu et qui a été retrouvé grâce à un vieux chercheur passionné qui l'avait recopié à la main dans les années 50 et qui l'avait conservé jusque dans les années 2000, où quelqu'un d'autre l'a retrouvé et l'a publié. Donc voilà, donc dans mon livre, je publie ces textes que j'estime fondateurs. De toute manière, il n'y en a pas d'autres, hein. Enfin, personne ne m'en a proposé d'autres depuis. Donc, il y a 4 textes importants que je considère comme importants parce que ce sont les seuls vestiges littéraires de la recherche du trésor de la Bessonnière. Donc, le premier, en ordre chronologique, c'est ce qu'on appelle le rapport Chollet, qui sont en fait qui est un texte, hein, qui est un rapport, comme son nom l'indique, d'un monsieur qui avait obtenu une permission, hein, de la part du diocèse pour faire des recherches. Donc, il a fait des recherches dans l'église de Rennes-le-Château et il a fait un rapport. Hein, il a fait un rapport, il dit voilà, je suis arrivé, j'ai fait ça, j'ai fouillé là, j'ai fait un souterrain là. Enfin bref, il raconte simplement ce qu'il a fait. Il a quitté Rennes-le-Château d'une manière assez brutale parce qu'il a eu des problèmes avec d'autres chercheurs, ce qui fait qu'il a quitté Rennes-le-Château d'une manière assez brutale, et il a raconté son histoire de chercheur, et il a donné également les possibilités, j'allais dire, de l'origine de ce trésor. Parce que les chercheurs, vous savez, généralement, ils se foutent de savoir, c'était le trésor de la Bessonnière, savoir à qui il appartenait, c'était pas trop le problème des premiers chercheurs. Donc lui, Jacques Chollet, il dit ça peut être le trésor des Cathares, ça peut être le trésor de Blanche de Castille, ça peut être le trésor des Visigoths, enfin bref, il fait une énumération de toutes les possibilités, j'allais dire, de thésauraires
qu'on aurait pu trouver à Rennes-le-Château. Donc ça, c'est le texte le plus ancien. Après, les autres textes, on n'a pas les dates exactes de leur écriture. Donc il y a le rapport Cros, hein, qui est un rapport en 4 pages. Alors, à chaque fois, je les donne, hein, dans le livre, je les donne. Je donne le texte complet. Il y a tous les textes complets dans le livre et ils sont commentés avec des anecdotes, avec des précisions, savoir quand il y a des doutes, certains disent ça, d'autres disent ça. Donc, le rapport Cross, qui, pour moi, est le texte le plus important, même si je pense qu'à l'origine, c'est une plaisanterie, mais je pense qu'il a été considéré, et beaucoup de chercheurs considèrent encore le rapport Cross aujourd'hui comme étant authentique. Alors j'ai fait une longue recherche sur le rapport Cross. J'ai retrouvé, c'est moi qui ai publié sa photo d'ailleurs à Monsieur Cross. Hein, j'ai retrouvé ses descendants. J'ai rencontré plusieurs fois son arrière-petite-fille qu'il connaissait, qui avait vécu chez lui avant qu'il ne meure. Donc elle m'a raconté la vie de son arrière-grand-père, elle m'a raconté, parce qu'évidemment dans sa famille on parle de Monsieur Cross, hein, qui aurait connu la Bessonnière. Donc pour moi c'est le plus important, et donc c'est un des textes fondateurs selon moi. Ensuite il y a le texte, alors ce texte-là, il est, comment j'allais dire, je vais aller dans l'ordre, hein. Donc, je vous ai dit, il y a le rapport Cholet, il y a le rapport Cros, et la puissance et la mort. La puissance et la mort, on ne sait pas exactement si c'est la date d'écriture de la puissance et la mort. Voilà. Mais la puissance et la mort, c'est un texte qui aurait été écrit, parce qu'on n'en a pas la certitude. Moi, je pense qu'il a été écrit par Noël Corbu. Donc, Noël Corbu, c'était l'hôtelier, c'était la personne qui avait repris l'habitation de la Bessonnière et qui en avait fait un hôtel qui existe toujours. Enfin, l'hôtel n'existe plus, mais la ville de la Béthania existe toujours, on la visite. Donc, Noël Corbu, on pense que c'est lui qui a écrit ce texte, hein, d'une vingtaine de pages, qui raconte l'histoire de la Bessonnière, enfin, comment il a trouvé son trésor, et il donne l'origine du trésor. Pour lui, le trésor, c'est le trésor de Blanche de Castille. Donc, il raconte comment Marie, la gouvernante de la Bessonnière, et la Bessonnière découvre le trésor, découvre les parchemins. Enfin, bref. C'est toute une histoire assez intéressante. Bon, c'est un peu puéril, mais c'est intéressant, ça nous donne beaucoup d'informations. Moi, j'ai toujours pensé que ce texte avait été retouché après, pour des raisons qui me sont particulières, mais c'est pas fondamental. C'est peut-être également Noël Corbu qui l'a écrit d'une manière brute, et puis qui l'a transféré à d'autres. Et le dernier des 4 textes que je considère comme fondamental, mais lui, il est déjà dans la deuxième partie, c'est un texte qui s'appelle Blanc-Cassal, et qui, lui, va reprendre tout ce qui a été écrit dans les 3 textes que je viens de nommer, le rapport Cros, le rapport Cholet et la puissance et la mort, et qui va en faire un résumé. Et ce qu'on appelle Blanc-Cassal, c'est en fait le résumé, le synopsis du livre de Gérard de Sède. Blanc-Cassal, c'est le synopsis de ça. C'est-à-dire, ce livre-là a été écrit grâce à Blanc-Cassal. Blanc-Cassal, ça donne toutes les idées, ça donne tout. Ça donne les codes, bon, le grand code, ça parle de Nicolas Poussin, enfin, tout le mystère, toute la fantasmagorie qui existe autour de Rennes-le-Château, on le trouve dans Blanc-Cassal. Donc voilà. Donc, ces 4 textes qui précèdent Rennes-le-Château, ce sont ces 4 textes que j'étudie, et je pense qu'il est fondamental de les connaître pour savoir ce qui vient vraiment de l'affaire de Rennes-le-Château et comment ça vient, notamment dans le rapport Cross. Dans le rapport Cross, on dit voilà, on parle par exemple des fameuses pierres, hein, il y a beaucoup de pierres gravées à Rennes-le-Château, énormément de pierres gravées. Ces pierres gravées, elles viennent du rapport Cross. Enfin, il y en a 3 qui viennent du rapport Cross, il y en a une qui vient d'ailleurs, mais bon, c'est pas bien grave, elle est reprise également dans le rapport Cross. Donc, ces pierres, elles viennent de là, on ne les connaissait pas avant. Donc, quelqu'un qui maintenant, aujourd'hui, en 2024, fait des études, fait des théories sur l'affaire de Rennes-le-Château, il doit tenir compte de la réalité. Je ne remets pas en cause ses recherches,
Il peut bien rechercher ce qu'il veut. Ça me dérange pas. Au contraire, je l'encourage. J'encourage tout le monde à faire des recherches à Rennes-le-Château, encore aujourd'hui. Mais ce que je leur demande, c'est de tenir compte de la réalité. La réalité, ce sont ces 4 textes. Et dans mon livre, j'explique d'où viennent les informations qui sont écrites dans ces 4 textes. Yes. Et justement, pour expliquer aux éditeurs qui nous écoutent, c'est combien d'années de recherche pour en arriver à cette conclusion? Le livre, c'est toujours, notamment dans la Vidre de Rennes-le-Château, le livre, c'est toujours l'aboutissement, c'est-à-dire d'une période. Hein, moi, j'ai commencé mes recherches à Rennes-le-Château avec Franck Dafos, hein, mon ami Franck Dafos, qui est un chercheur de plus longue date que moi, hein, mais qui m'a convaincu, qui m'a passionné par ses livres, par ceci. Donc, j'ai commencé à travailler avec lui, mais je me suis vite, d'une part, rendu compte que c'était difficile d'appréhender toute l'affaire de Rennes-le-Château. Il valait mieux se passionner pour des choses un peu particulières. En plus, à cette époque-là, j'habitais en Amérique du Sud, donc c'était difficile d'obtenir des livres, de communiquer avec d'autres chercheurs. Donc, je me suis passionné pour un point particulier qui est le grand parchemin. Donc, j'ai essayé de décoder le grand parchemin, j'ai travaillé sur l'encodage et le décodage du grand parchemin, mais ça, j'ai commencé ça en 2004-2005. Voilà, donc après, on y travaille pendant 10 ans. Je me suis rendu compte que le grand parchemin, il devait, pour celui qui a écrit le grand parchemin, celui qui a écrit le code, il s'était forcément servi du rapport Cross. Donc, je me suis passionné pour ce monsieur Cross que personne ne connaissait. C'est-à-dire, on connaissait le rapport Cross, et puis il y avait des gens, notamment Gérard de Sète, qui avaient dit c'est un monsieur qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. J'ai tout remis en cause. J'ai dit est-ce qu'il a vraiment fait ça? Est-ce que monsieur Cross, c'était vraiment cet homme-là? Je me suis aperçu que monsieur Cross connaissait très bien Henri de Montfred. Henri de Montfred, qui était président d'honneur des chercheurs de trésors, qui venait régulièrement à Rennes-le-Château. Donc, est-ce qu'Henri de Montfred a influencé, ou est-ce que Cross, il s'appelle Ernest, de son prénom, Ernest Cross, a été influencé par Henri Montfred vous comprenez? Et donc, c'est à partir de là, et puis on arrive à un moment où on est arrivé au bout du bout. Et surtout, et je pense qu'on va en parler un peu plus tard, comme je recherchais à l'origine, je me suis dit, comment Gérard de Sède a connu Pierre Plantard, puisqu'en fait, tous les livres, toute l'histoire de Rennes-le-Château, elle part du travail de Gérard de Sède et de Pierre Plantard. On peut aimer l'un et pas aimer l'autre, on peut dire ce qu'on veut. Ce sont ces 2 personnes qui ont écrit, qui ont posé les fondations de l'histoire de Rennes-le-Château. Donc je me suis dit, comment se sont-ils connus? C'est tout. Ils se sont connus d'une manière, c'est raconté dans le livre Les Templiers sont parmi nous. Hein, donc le livre Les Templiers sont parmi nous, c'est celui-là, c'est celui qui précède, donc j'allais dire qui précède l'affaire de Rennes-le-Château, ce livre-là, Les Templiers sont parmi nous, qui est déjà écrit par Gérard de Sède et déjà écrit par Pierre Plantard. Et c'est écrit au départ. Hein, dans les premières pages, Gérard de Sède commence à raconter comment il a rencontré Pierre Plantard. Voilà, donc c'est simple. Donc, comment j'ai rencontré Pierre Plantard, il le raconte. Donc, ils ont écrit ce livre-là ensemble. Ensuite, ils ont écrit le deuxième. Il y en a eu un troisième. Alors, il est écrit plus ou moins en collaboration parce qu'ils se sont fâchés. Hein, il y en a un troisième qui s'appelle La race fabuleuse, mais qui n'est signé que de Gérard de Sède, même si je pense que le synopsis venait également de Pierre Plantard et peut-être d'autres gens autour de Pierre Plantard. Mais voilà, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment ils s'étaient rencontrés et si c'était possible de le savoir. Et en fait, je me suis souvenu, j'ai dit effectivement, dans leur premier livre, ils disent comment ils se rencontrent. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des articles de journaux d'une personne anonyme, hein, je recevais par mail et par l'intermédiaire d'un service d'archives. Donc voilà, j'ai reçu ces articles de journaux et je me suis rendu compte que ce que disaient Gérard de Sède et Pierre Plantard dans leur livre au sujet de leur rencontre était totalement faux. Totalement faux.
Donc, je me suis dit, comment se fait-il? Surtout, ça n'avait a priori aucun intérêt. Quand on lui raconte leur histoire, elle aurait été beaucoup plus belle si on avait dit la vérité. Mais non, et je recevais cet article, on me dit, pourquoi je reçois cet article? Donc j'ai commencé, du coup j'ai recherché, j'ai continué à travailler, j'ai fait des vidéos, hein, j'ai même créé une chaîne YouTube. Alors ce n'est pas comme la tienne, il n'y a pas 300 vidéos de postées, il y en a 4 ou 5, mais où j'ai parlé justement de cette affaire-là. Et j'ai continué à recevoir des articles de journaux qui à chaque fois me disaient une autre vérité. Et c'est ça qui est. Donc, du coup, et c'est comme ça que je dis, peut-être je ferai un livre là-dessus. Et c'est pour ça que, en écrivant ce livre sur l'origine de l'histoire de Rennes-le-Château, comment elle est née, comment elle est arrivée à nous, on m'a renvoyé vers comment les Templiers sont parmi nous, est né, et sur quelle base. Celle qui est écrite dans le livre, elle est fausse. Mais tu vois, en fin de compte, quelque part, on peut dire que même si c'est faux par rapport à ça, on nous donne quand même des petits signes de, comment je pourrais dire ça, de dire attention, parce que tu sais, ils sont obligés, en quelque part, ils sont obligés de nous donner des points de vérité, mais il y a quelques points de vérité dedans, comme tu parlais au début, parce que tu sais, les Templiers sont parmi nous. Et après, tu vas aborder aussi le sujet qui est intéressant au niveau de la franc-maçonnerie. Et donc, je pense que les deux sont en lien et justement qu'ils ont fait ce Madigan pour justement nous ramener où on est actuellement. Alors, écoute, il faut rappeler les choses. On est en 1958, 59. Ouais. On n'est pas pas maintenant. Il y a pas d'internet, il y a une chaîne de télévision, et voilà, on est dans la période d'après-guerre. Je veux dire, les communications, elles se font pas comme ça, on ne se connaît pas, les gens n'ont pas le téléphone, tout se passe par écrit. Donc voilà, donc c'est pas, je pense pas qu'on puisse dire il y a du vrai, il y a du faux, il y a des gens qui font un livre. Alors, comment ça se passe? Le livre sort, on va dire, le livre sort et puis c'est tout. Et je vais vous raconter l'histoire, ce que dit Gérard de Sède dans son livre. Hein, on va même pas inventer. Donc Gérard de Sède dit qu'il habite. Donc ce livre, Les Templiers sont parmi nous, il raconte en fait une histoire qui se passe à Gisors. Hein, Gisors, c'est en Normandie, c'est au nord de Paris, c'est dans le Vexin. Je crois que tu connais, hein, c'est pas très loin. Voilà. Donc il habite là-bas, Gérard de Sède. Un jour, il rencontre un gars qui cherche du travail. Il l'embauche dans sa ferme. Il a une ferme à l'époque. Il n'écrit pas encore. Voilà. Et puis le gars, le soir, il commence à lui raconter une histoire abracadabrante, comme quoi il était gardien du château de Gisors, qu'il savait qu'il y avait un trésor dans le château de Gisors. Donc, il a commencé à faire des trous, hein, puisqu'il était gardien. Il avait l'occasion pendant la nuit de creuser. Donc, il a creusé dans le sous-sol du château de Gisors. Il a découvert une chapelle avec des coffres, avec un autel, avec des sarcophages, enfin avec des apôtres, une chapelle gothique absolument gigantesque. Donc il raconte ça hein, à Gérard de Sède. Gérard de Sède, il dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc il se renseigne un peu, il voit le château, effectivement, il se rend compte que le gars était bien gardien. Et puis, donc, ce monsieur, il s'appelle Roger Laumois. Ce Roger Laumois, quand il fait cette découverte de la chapelle, il va voir la mairie et il dit, j'ai découvert une chapelle gothique dans les sous-sols du château. On le prend pour un fou, donc il y a des gens qui vont voir, de toute manière, il n'y a rien. On le prend pour un fou et il est renvoyé. Il est renvoyé de son travail. Bon, je fais un peu court, hein, mais bon, il est renvoyé de son travail. Voilà. Donc, il va errer dans la région parisienne pendant une dizaine d'années et il va rencontrer Gérard de Sède. Et il va lui donc raconter cette histoire. Et Gérard de Sède dit c'est une histoire intéressante, c'est ce qu'il dit hein, dans son bouquin. Il dit c'est une histoire qui valait un article. Alors comme il avait déjà écrit quelques articles avant, il se dit tiens je vais faire un article sur ce monsieur. Donc il fait un article et il raconte l'histoire de Roger Laumois. Un article, monsieur, donc il a fait des trous, il pète des trous horizontaux, après verticaux, enfin ça s'est éboulé, il raconte une histoire absolument dramatique.
d'un gars qui cherche la vérité en fouillant donc les combles du château de Gisors. Il publie cet article et quelques temps après, il reçoit un coup de téléphone d'un monsieur, Pierre Plantard, qui se présente comme étant un hermétiste. Donc il appelle Gérard de Sède, il souhaite le rencontrer, ils se rencontrent à Aulnay-sous-Bois, et Pierre Plantard dit à Gérard de Sède, il dit, j'ai lu votre article, mais il dit, vous savez, monsieur, que vous mettez là le doigt sur un des gros problèmes, sur un secret les plus importants d'histoire de France, c'est-à-dire le trésor des Templiers. Et Gérard de Sède, il est étonné, il dit, le trésor des Templiers? Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit, Laumois m'a pas parlé du trésor des Templiers. Et Pierre Plantard ajoute, et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que je possède les plans de la chapelle qu'a découverte monsieur Laumois. Je possède ces plans et avec mon groupe, nous cherchons où elle se trouvait. Visiblement, elle se trouvait sous le château de Gisors. Gérard de Sède en est tout estomaqué, donc c'est ce qu'il raconte dans son livre, hein, c'est le premier chapitre du livre. C'est tellement une belle histoire qu'il décide de faire un livre. Ce livre s'appelle « Les Templiers sont parmi nous ». Voilà. Voilà comment Gérard de Sède raconte sa rencontre avec Pierre Plantard. Voilà comment Gérard de Sède raconte le fait qu'il s'intéresse aux Templiers. C'est Pierre Plantard qui lui a dit « Vous avez mis le doigt, vous avez mis les mains dans le trésor des Templiers ». Alors que de Sède ne le savait pas. D'accord. Mais le premier article. Oui. Vas-y. Non, vas-y. Il faut passer, donc je vais continuer ça, mais passe le premier article dont je t'ai envoyé la photo, celui « J'ai trouvé le trésor des Templiers ». Donc, le premier article qu'avait écrit Gérard de Sède, personne ne le connaissait. Enfin, personne ne le connaissait, tout le monde savait qu'il a... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est l'autre. C'est pas celui-là non plus, c'est le dernier, il n'y en a plus qu'un, c'est celui-là. Ouais. Donc là, la photo qui va arriver. Le temps que ça, c'est celui-là. Voilà. Okay. Donc, c'est ce document que j'ai reçu. Voilà. C'est ce document que j'ai reçu. Et donc, je vous disais, cet article-là, depuis, bon, il est paru en 61. Depuis 61, plus personne, on ne le connaissait pas. Si vous voulez. À l'époque, c'était à Gisors. Les chercheurs de Gisors s'intéressaient peu à ça. Et comme je vous ai dit, les premiers chercheurs de Rennes-le-Château, ils s'intéressaient pas au papier, au parchemin et autres. Eux, ils faisaient des trousses et tout. Donc, en 67, quand Gérard de Sède écrit son livre, il y a déjà, il y a 20 ans, quasiment 15 ans que ces affaires sont passées. Donc, plus personne ne connaissait cet article. Et c'est cet article que j'ai reçu. D'une manière, je sais toujours pas qui me l'a envoyé. D'une manière, si, je sais que c'est un service d'archives, mais elle m'a dit c'est un collectionneur qui vous fait parvenir ça. Donc, j'ai retrouvé le trésor des Templiers. Donc ça, c'est le premier article que Gérard de Sède a écrit. On est certain que c'est lui. Il y a sa signature. C'est dans un journal qui est très connu. Hein, c'est le journal Ici Paris, qui était un journal People de l'époque. On sait en plus que Gérard de Sède travaillait à Ici Paris, donc il n'y a pas d'ambiguïté. C'est Gérard de Sède qui l'a écrit. Il l'a reconnu d'ailleurs, il a signé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le seul problème de cet article, c'est que cet article, il est édité avant le livre de Gérard de Sède. Avant que Gérard de Sède ne rencontre Pierre Plantard. Pierre Plantard dit qu'il a lu cet article et que c'est pour ça qu'il a appelé Gérard de Sède pour lui parler du trésor des Templiers. C'est faux. Puisque Gérard de Sède lui-même titre son article « J'ai retrouvé le trésor des Templiers ». Pourquoi il y a ce mensonge? Alors certains disent « Ouais, mais Gérard de Sède, c'est un romancier. Donc il ment. » Ouais, d'accord, il ment. Mais le mensonge est idiot. Le mensonge ne sert à rien. Surtout qu'à l'époque, l'article, il paraît un an avant le livre. On aurait pu s'en apercevoir. Il y aurait quelqu'un qui aurait pu dire à Gérard de Sède « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que vous me racontez ?»
eux, ils écrivent ce livre, Les Templiers sont parmi nous, pour être crus. Ils veulent être crus, ils racontent ça. C'est un livre, c'est un livre qui est présenté comme étant un livre d'aventure, mais c'est un roman. C'est un roman qui se veut un roman réel, comme on dit maintenant. Soit c'est un roman qui veut interpeller les gens pour leur faire prendre conscience de certaines choses. On verra quoi après, peut-être, si on s'oriente là-dessus. Mais pour l'instant, quand on est à ce niveau-là, pourquoi Gérard de Sède raconte dans son livre que c'est Pierre Plantard qui l'a contacté pour lui parler du trésor des Templiers, alors que Gérard de Sède parle déjà du trésor des Templiers. C'est très étonnant. On ne comprend pas la raison objective. Pourquoi Gérard de Sède ne le dit pas? Pourquoi en plus risque-t-il de se faire prendre et de se faire traiter de menteur? Peut-être. Alors, je reçois comment dirais-je, cet article, donc je fais une vidéo où j'en parle. Je reçois, quelques temps après, un deuxième article. Donc, deuxième article, vas-y. C'était l'autre. Tac. C'est celui-là? C'est celui-là. Non, c'est l'autre. Voilà, c'est celui. Ouais, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Alors, celui-là, cet article, il date de 1951. Et où, déjà, donc, Roger Laumois, celui soi-disant, qui cherchait du travail chez Gérard de Sède 10 ans après, déjà, Roger Laumois, qu'on voit sur va voir, dit à un journaliste, rencontre un journaliste, et lui raconte l'histoire du trésor de Gisors. 10 ans avant. Donc, encore une fois, Gérard de Sède nous raconte que M. Laumois vient cherche du travail, qu'il est malheureux, donc il prend dans sa ferme et il me raconte une histoire le soir, et donc il est heureux qu'on fasse un article. 10 ans avant, il y avait déjà quelqu'un qui avait écrit un article sur exactement la même histoire. Sur Roger Laumois qui fait des trous, qui trouve une chapelle, dans la chapelle il y a des coffres, dans ces coffres il y a soi-disant de l'argent, qui se fait renvoyer de l'Amérique, exactement la même histoire que Gérard de Sède racontera 10 ans après dans son article qu'on vient de voir, J'ai retrouvé le trésor des Templiers, et qui reprendra pour écrire son livre. Exactement la même affaire, mais là, 10 ans avant. Donc on connaît également. Ouais, et alors ce qu'il y a, c'est qu'on a de la chance dans cette affaire, on a de la chance, c'est que la personne qui a écrit cet article, qui s'appelle Pierre Geoffroy, il a en même temps, il écrivait un carnet journalier où il racontait tout ce qu'il faisait, et ça a été mis en ligne. Donc c'est disponible sur Internet. Donc, parce que quand j'ai vu cet article, 10 ans avant, c'est pas possible, donc on me l'envoie encore une fois, hein, sans explication, sans rien. On m'envoie le truc, je le reçois. Donc, je fais des recherches, donc il a écrit Pierre Geoffroy. Alors Pierre Geoffroy, c'est un grand écrivain. Hein. Pierre Geoffroy, c'est un écrivain qui était ami à l'époque. Alors peut-être que c'est des gens qui sont pas très connus, mais Pierre-Henri, c'est un musicien qui faisait de la musique contemporaine. C'est lui qui a écrit Messe pour le temps présent. Il faisait beaucoup de musique pour Maurice Béjart, par exemple. Hein, quand Maurice Béjart avait son ballet. Ils sont amis également avec Robert Bresson, qui fait des films. Un prisonnier s'est évadé, bref, c'est toute une école un peu moderne, un peu, bon, j'allais dire un peu particulière, mais c'est Pierre Geoffroy qui écrit donc cet article. Et Pierre Geoffroy, comment dirais-je, je retrouve donc ces carnets de notes qui sont sur Internet, mais bon, je recherche, et je commence à faire des recherches. Et il nous raconte l'histoire, de cet article. Il dit tel jour à telle heure, j'ai reçu un coup de fil de Gisors, de Versailles, pardon, pas de Gisors, de Versailles, où il y a quelqu'un qui veut me rencontrer pour un trésor qui se trouverait au château de Gisors. Il dit, je vais à Versailles. Donc, il raconte qu'il va à Versailles. Donc, j'ai retrouvé également l'hôtel, restaurant où il se retrouve à Versailles. Hein, ça s'appelait le Café Routier à l'époque. C'est juste à côté du château. Donc, Pierre Geoffroy se rend
C'est un journaliste, hein, il travaille au Parisien Libéré. C'est même peut-être pas lui qui a reçu le coup de fil. C'est peut-être son chef d'édition qui a reçu le coup de fil. Tiens, il y a une affaire de trésor, va le voir, va jusqu'à Versailles, t'as rendez-vous là. Donc il va, il rencontre donc Laumois, hein, celui qui fait des trous, qui est accompagné de 2 personnes, un hôtelier et un homme d'affaires, et il lui raconte cette truc en disant voilà, on a trouvé un trésor, on a fait des trous, il y a une chapelle, il y a ceci, il y a cela. Donc il est intéressé, Pierre Geoffroy, si bien tant intéressé que le lendemain, nous nous déplaçons à Gisors. Et il va faire son enquête à Gisors. Il va faire son enquête à Gisors, il tourne même dans différentes petites villes, il dit on est allé voir un tel dans le château de Magny-en-Vexin, on est allé là-bas, donc il raconte ce qu'il fait, mais quand il revient, il est pas, à mon avis, il n'est pas convaincu. Hein. Il n'est pas convaincu parce qu'il donne l'affaire à quelqu'un d'autre qui écrira l'article, mais ce sera quand même signé par Pierre Geoffroy. Donc, mais justement, parce que quand ils ont écrit cet article, est-ce que eux, quand il est venu sur place, et vu que cette affaire avait fait quand même ça avait fait quelque chose de grand, mais est-ce qu'il avait trouvé cette fameuse chapelle quand il est parti faire son enquête là-bas sur place? En 1951, il s'est encore rien passé. Il s'est rien passé. Laumois a fait des trous, il s'est fait engueuler par la mairie et il a été viré de son poste. Pour faire court, mais grosso modo, c'est ça. Ouais. Il n'y a rien passé. Là, c'est le premier article. Le premier article écrit sur l'affaire de Gisors qui va déboucher sur l'affaire de RLC. Si on est un petit peu, si on est nostalgique, on dit voilà où a démarré le mystère de Rennes-le-Château. D'accord. Geoffroy, donc, il écrit son article. Mais Geoffroy, il ne parle pas du trésor des Templiers. Il parle simplement de l'histoire de Laumois. Laumois, il a fait un trou, il a fait ça, la mairie l'a renvoyé. On est en train de chercher des financements. Donc, les 2 hommes d'affaires qui sont avec Laumois proposent même de financer les recherches, les fouilles. Ils font un dossier qui est donné aux Beaux-Arts. Bon, on n'est pas très longtemps après la guerre, hein, en 51, les Beaux-Arts ont autre chose à faire. Ils disent oui. Par contre, la municipalité, elle impose, j'allais dire, des choses qui sont assez qui sont inconcevables pour des hommes d'affaires. C'est les hommes d'affaires qui prenaient tous les risques et la municipalité demandait tellement de garanties que l'affaire était perdue d'avance. Ce qui fait, et d'ailleurs, Geoffroy l'écrit dans son journal, l'affaire de Gisors n'a pas marché avec la municipalité. Mais on suit au jour le jour comment Pierre Geoffroy d'abord rencontre Laumois, se rend à Gisors. Et à mon avis, à mon avis, je suis sûr qu'ils vont voir les trucs, puisqu'il y a des photos. Donc, ils vont voir les souterrains, et les souterrains ne le convainquent pas, parce que, de toute manière, c'est ce que Geoffroy dit, si le gars trouve une chapelle gothique du XIIIe siècle sous la motte de Gisors, il est évident que la mairie va être intéressée. Je veux dire, oui. Voilà, donc c'est parce que c'est un mensonge. Voilà, il raconte des mensonges, Laumois. J'ai l'impression que Laumois, il fait une fois avec Pierre Geoffroy, il doit négocier peut-être un peu d'argent pour ses trucs, ses déplacements. Moi, j'ai faim, ceci. Et après, il refait avec Gérard de Sède. Il demande, à mon avis, c'est ça. Mais on peut se demander, puisque c'est la même histoire que raconte Pierre Geoffroy et Gérard de Sède à 10 ans d'intervalle, avec la même personne qui raconte, hein, c'est la même personne qui raconte. C'est Laumois, hein, le gardien du château de Gisors, qu'il raconte en 51 et qu'il racontera en 61 et qu'il racontera d'ailleurs en 62 pour le livre. Qu'est-ce qui se passe entre deux pour qu'on passe de Pierre Geoffroy dit qu'il ne sait pas d'où vient le trésor, hein, soit dit, mais ce serait peut-être un trésor qui vient des guerres de religion. Parce que le château pendant les guerres de religion a été le siège donc peut-être. Mais il ne parle pas des Templiers. Mais comment est-on passé de l'article de 51 à l'article de 61, qui lui parle des Templiers, en disant que c'est le trésor des Templiers? C'est la même histoire, sauf qu'on raconte que c'est les Templiers qui ont déposé leur trésor là, et qu'il y a en plus, comme dit Pierre Plantard, les murs
du château de Gisors nous parle et nous raconte une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors là, on peut faire que des conjectures, on n'est pas sûr de rien. Mais j'ai quand même trouvé quelques documents, enfin je ne l'ai pas retrouvé, on me les a envoyés. Bon, mais disons que je les ai mis à la disposition des gens. Donc c'est le 3e article que je t'ai envoyé. Et justement, à la suite, qu'est-ce qui lui est arrivé à Lemoy? Lemoy, Est-ce qu'il lui arrivait des bricoles? C'est pas celui-là, c'est le 3e. C'est l'autre encore. Non, Lemoy, bon, il a visiblement, non, c'est l'autre qui était avant. Hein, il a la photo, l'image a sauté. Voilà, c'est celui-là. Pierre Lemoy, après, comment dirais-je, après quand on a écrit le livre Les Templiers sont parmi nous, c'est évident que Lemoy a eu une petite notoriété. Hein, il était invité partout, il faisait partie des amis de Gisors. André Malraux, qui s'est intéressé à l'affaire, l'a rencontré. Il a donné beaucoup d'interviews. Il était déjà assez âgé. Bon, on ne sait pas ce qui est devenu Lemoy, mais disons qu'il était. Les dernières photos qu'on a de lui et les dernières photos qu'on a de lui et les dernières informations, on en a par un article assez tardif de Gérard de Sède dont je reparlerai, un article de 2003. Lemoy, bon, il est mort, hein, évidemment. Sa femme l'avait quitté, donc bon voilà. Lemoy, on n'a pas trop d'informations sur ce qu'il est devenu, mais on m'a dit qu'à Gisors, les descendants de Lemoy, bon, n'aiment pas trop parler de cette affaire parce qu'il a été un peu considéré comme un manipulateur, comme un menteur. Bon bref, voilà. Mais il faut bien reconnaître que c'est lui qui a tout inventé. Donc, cet article-là, je reviens à ce que je disais. Que s'est-il passé entre 1951, date du premier article de Geoffroy, où on ne parle pas des Templiers, où c'est juste une relation, c'est un fait divers. Je vous dis, le Geoffroy, il n'y croit pas du tout. Il dit non, il dit à son copain, il dit t'écris, il s'appelle Besson. Il dit tu fais l'article. Il le met d'ailleurs dans son refiler l'article à Besson parce que visiblement il a vu que c'était pas un truc qui l'intéressait. Geoffroy, c'est un grand écrivain, c'est un grand journaliste. Hein, c'est lui qui a enquêté sur Bougra en Amérique du Sud. Enfin, bref, c'est quelqu'un d'important. Hein. Il avait déjà fait des choses importantes avant. C'est un juif. Hein, il s'appelait Veil, de son vrai nom, Maurice Veil. Il avait participé à l'opération Exodus. Donc voilà, donc cette histoire, ça l'intéressait absolument pas. Lui, c'est un fait divers et c'est tout. Donc voilà. Donc l'article est neutre, j'allais dire. Par contre, l'article de 61 de Gérard de Sède, lui, il n'est pas neutre du tout. Hein, c'est un article qui est rédigé d'une manière assez originale d'ailleurs, qui parle des Templiers, qui parle du langage des murs, qui parle d'ésotérisme, qui parle de beaucoup de choses. Entre deux, il y a cet article-là, qui date de 52, donc qui paraît dans la presse. Le journal La Presse n'existe plus. D'ailleurs, à la fin de l'année 52, la presse disparaîtra. Donc, c'est un des derniers articles qui est écrit. Et cet article, donc, parle d'un monsieur qui s'appelle Michel Moine. Et c'est, je pense, Michel Moine, le premier qui va réorienter l'affaire. D'accord. Voilà. Michel Moine, à l'époque où il écrit cet article, c'est un journaliste. C'est pas un journaliste, c'est pas Michel Moine qui écrit l'article, mais visiblement c'est lui qui le, hein, c'est lui comment dirais-je, qui fait qu'il paraisse. Hein. Ça doit être lui qui emmène le journaliste à Gisors. Non, c'est pas le rédacteur en chef. Lui, à l'époque, c'est un éditeur, mais il édite des livres ésotériques, des livres occultistes et surtout des livres d'astrologie. Et il en écrit lui-même. Voilà, il va créer le syndicat des astrologues où il va essayer d'amener Amblin. Voilà, donc c'est le premier, Michel Moine, c'est le premier membre, c'est-à-dire c'est le premier membre entre guillemets occulte qui a une relation forte avec l'hermétisme, avec l'occultisme, qui se rend à Gisors et qui va faire publier cet article. Ok. Voilà. Quelque temps après, Michel Moine va quitter ce métier. D'ailleurs, il va pas, j'allais dire, s'en vanter. Il va même plus en parler. Il va abandonner sa maison d'édition qui fonctionnait bien dans ce milieu-là. Hein. Il connaissait absolument tout
les occultistes et les hermétistes de l'époque. Hein. On le voit dans les almanachs qu'il publie. C'est vraiment quelqu'un qui est central au niveau de l'occultisme, de l'hermétisme des années 50, hein, parce que ça se passe dans les années 50. Mais il va être nommé directeur de publication ou de rédaction, je ne sais plus, à Radio Luxembourg. Radio Luxembourg, à l'époque, c'est la première radio de France quasiment. Hein. Alors peut-être qu'il y a la radio française, le France Inter actuel, je ne sais pas comment elle s'appelle à l'époque, mais Radio Luxembourg, c'est l'émission que tout le monde écoute. Hein. C'est la radio que tout le monde écoute. C'est la radio où il y a la famille Duranton, voilà. Et il y a surtout l'émission qui s'appelle 10 millions d'auditeurs. Hein. 10 millions d'auditeurs à l'époque pour une radio, on est dans les années 50. C'est énorme, hein, c'est énorme. Les radios maintenant, ils sont contents d'avoir 5 millions d'auditeurs. Là, ils ont 10 millions d'auditeurs. Il y a d'ailleurs une émission qui s'appelle 10 millions d'auditeurs. Et je pense que c'est au niveau de cette... Donc, comment dirais-je, Michel Moine devient directeur de la publication, de la rédaction, ou directeur d'antenne, je ne sais pas exactement son titre à l'époque. Et il va embaucher pas mal de gens pour faire l'émission 10 millions d'auditeurs, et 10 millions d'auditeurs, on va le voir après, s'intéressera beaucoup à l'affaire de Gisors. Et dans l'entourage de Michel Moine, dans l'entourage à RTL, hein, pas RTL, à Radio Luxembourg, on trouve des gens aussi importants dans l'affaire. Donc il y a Michel Moine, évidemment, il y a Pierre Desgroupes. Pierre Desgroupes participe à l'émission 10 millions d'auditeurs. Pierre Desgroupes, c'est lui qui a reçu Roger Lemoy à Lecture pour tous pour faire la promotion du livre Les Templiers sont parmi nous. C'est grâce à cette invitation à la télévision de Gérard de Sède. C'est son premier livre à Gérard de Sède. Même Gérard de Sède, il le dira après, il n'a jamais compris pourquoi il avait été invité. Gérard de Sède est invité avec Lemoy où ils vont raconter leur histoire. Et où Gérard de Sède raconte la même histoire. Au début, j'ai écrit un article, je ne savais même pas que c'était les Templiers, j'avais jamais entendu parler des Templiers. C'est un monsieur qui possédait des documents et qui m'a parlé des Templiers. Voilà. Donc, Pierre Desgroupes fait partie de la rédaction de 10 millions d'auditeurs sous la direction de Michel Moine, qui est l'influenceur de l'article qu'on vient de voir avant. Il y a également Georges Walter. Alors, Georges Walter, les anciens le connaissent, puisqu'après, il a été à la télévision, et Georges Walter, c'était la voix de 10 millions d'auditeurs, c'est lui qui présentait les infos, donc on reconnaissait tous sa voix, et Gérard de Sède dira que c'est grâce à Georges Walter que son livre a été édité. Gérard de Sède dira en 2003, dans un article Thésomag, que j'ai reçu aussi, mais là de manière pas anonyme, hein, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, quelqu'un qui est bien connu dans le milieu de Rennes-le-Château, que je remercie encore d'ailleurs. Donc, Georges Walter fait partie de 10 millions d'auditeurs. Et Georges Walter, c'est lui, selon Gérard de Sède, qui intervient pour que le livre Les Templiers sont parmi nous soit édité. Il y a également Monsieur Lampe. Alors, Roger Lampe, lui, est représentant de 10 millions d'auditeurs. Il travaille, c'est un journaliste, il travaille pour 10 millions d'auditeurs, mais il fait également partie des Amis de Gisors. Les Amis de Gisors, c'est l'association qui s'est créée après la publication du livre pour faire les recherches et pour soit faire des polémiques, soit encourager. Gérard de Sède faisait partie de ça. Et il y avait Monsieur de Bueil, le comte de Bueil. Le comte de Bueil faisait partie également des Amis de Gisors. Et c'est qui le comte de Bueil? Le comte de Bueil, c'est la personne qui hébergeait Pierre Plantard. Pierre Plantard vivait chez le comte de Bueil, qui faisait partie des Amis de Gisors, avec donc tous les gens dont j'ai dit qui eux travaillaient à Radio Luxembourg. Et le dernier de la bande, je vais en parler aussi, même si je pense pas que ça soit important et que ça soit lui qui soit, j'allais dire, une cheville ouvrière de l'affaire, c'est Georges Decaune. Alors Georges Decaune, les anciens comme moi le connaissons bien. C'est le père d'Antoine Decaune, hein, qui lui est connu de tout le monde. C'est lui qui présente les Césars, c'est lui qui faisait l'andouille avant à Canal+, et c'est lui, pour les vieux comme moi aussi, qui présentait les émissions de rock'n'roll quand on était jeune.
Donc, Georges Decaune, à l'époque, travaille également à 10 millions d'auditeurs, mais Georges Decaune, on va le retrouver quelques années plus tard, et c'est pour ça que je le cite, dans une émission qui s'appelle La Roue tourne. Donc, La Roue tourne, c'était une émission de la télévision française qui a rendu célèbre l'affaire de Rennes-le-Château. La Roue tourne, c'était une émission qui se déplaçait dans des villes où on racontait une histoire, et une des premières émissions de La Roue tourne, où Georges Decaune participait, puisque La Roue tourne, c'était les roues de voiture qui tournaient, c'est Georges Decaune qui conduisait la voiture, ça se passait à Rennes-le-Château. C'est à cause de cette émission que Rennes-le-Château est devenu célèbre. Georges Decaune faisait partie de la bande de Radio Luxembourg, de la bande de 10 millions d'auditeurs, de la bande de Georges Walter et de toute cette équipe. D'accord. Donc, en 51, on a un article d'un grand écrivain, Pierre Geoffroy. On est certain que c'est pas lui qui monte un bobard. C'est pas possible. Pierre Geoffroy, je vous dis, c'est un juif qui a travaillé dans les camps de la mort, il a travaillé après, puisqu'il a sorti les gens des camps de la mort, qui a participé à l'opération Exodus pour réinstaller des juifs en Palestine. Donc, c'est pas quelqu'un qui va s'amuser à parler du trésor des Templiers. Je vous dis, il est appelé un soir, il le raconte, il le dit dans son journal. Je suis appelé, il se rend à Versailles, il rencontre les trucs, il va, il dit c'est des conneries cette histoire. Il dit à son copain Besson, allez, tu fais l'article et tu signes de mon nom, comme ça le rédacteur en chef il sera content. Michel Moine intervient. Et à partir de ce moment-là, c'est plus la même affaire. Donc, on peut imaginer que Michel Moine, avec ses amis occultistes, recherche un événement qui soit propice au développement de leurs idées, de leurs théories. Et je pense que c'est là où on va utiliser, manipuler Gérard de Sède en racontant cette histoire de Trésor des Templiers et en lui présentant Laumois. Je ne crois pas que la rencontre de Laumois et de Gérard de Sède, se soit passée comme Gérard de Sède le raconte. Comme je ne crois absolument pas au fait que ça soit Sophie de Sède qui présente Laumois à Gérard de Sède. Laumois a été présenté peut-être par Plantard, mais sans doute par quelqu'un qui a monté l'affaire des Templiers sont parmi nous. Et les gens qui ont monté l'affaire des Templiers sont parmi nous, parce qu'en fait, à Gisors, il s'est rien passé. Il n'y a jamais eu de trésor des Templiers. Il y a le prisonnier de Gisors, c'est une histoire qui n'a rien à voir avec notre affaire. Laumois, il n'a jamais fait un trou. Il n'a jamais rien retrouvé. C'est-à-dire, il s'est encore moins passé de choses qu'à Rennes-le-Château. À Rennes-le-Château, Saunière a vraiment trouvé un trésor. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une belle histoire et il y a des choses à rechercher et ne serait-ce que de trouver l'origine de son trésor. Et comme Saunière était un personnage extraordinaire, extravagant, c'est passionnant. Mais pas à Gisors. Pas à Gisors. Roger Laumois, c'est un brave type. C'est un gars qui est chrétien, qui veut que ses enfants soient heureux. Mais bon, mais c'est quelqu'un de très, il n'a pas une vie, il n'a pas eu une vie suffisamment riche pour qu'on puisse broder autour de la vie de Laumois, comme on a pu broder autour de la vie de l'abbé Saunière. Ouais. Donc, c'était peut-être un test. Comment? C'était peut-être un test pour Gisors pour faire ce qu'ils ont fait par la suite pour Rennes-le-Château. Rennes-le-Château est à la suite de Gisors. Alors pourquoi mais Gisors, alors, et c'est là maintenant, on va parler, je te disais, on parlait tout à l'heure de la, comment dirais-je, de la franc-maçonnerie. Hein, c'est toi qui parlais de la franc-maçonnerie, mais parce que je t'en avais parlé. Hein, oui. Tu n'as pas, j'allais dire que tu n'as pas vendu, t'as pas exagéré. Donc, ce livre-là, hein, c'est Les Templiers sont parmi nous, donc qui est écrit bien par Gérard de Sède, et j'ai dit, hein, c'est sur les informations de Pierre Plantard. C'est Pierre Plantard qui donne toutes les informations à Gérard de Sède, les dossiers, tout est donné par Pierre Plantard. Et à la fin du livre, donc les Templiers sont parmi nous, il y a un chapitre supplémentaire, hein, qui fait une vingtaine de pages, hein, qui s'appelle, alors exactement, je vais dire le titre, enfin c'est Questions à un hermétiste, je crois, je me rappelle, mais c'est
point de vue d'un hermétiste. Voilà. Point de vue d'un hermétiste. Donc, c'est en fait, ce sont des questions que pose Gérard de Sède à Pierre Plantard. Et Pierre Plantard répond. Il répond, alors, donc c'est du Pierre Plantard. Hein, c'est-à-dire, c'est le corpus mythologique de Pierre Plantard qui est décliné dans ces 6 réponses aux 6 questions de Gérard de Sède. C'est dans ces 20 pages qu'on parlera pour la première fois du prieuré de Sion. C'est dans ces 20 pages qu'est née l'idée du prieuré de Sion. Au moins qu'elle a été diffusée, qu'elle a été divulguée aux gens. C'est-à-dire qu'elle est diffusée d'une manière, j'allais dire, un peu souterraine, puisque c'est d'abord un fait divers avec un article vraiment monté, une manipulation au niveau d'un article qui paraît dans un journal qui, ici Paris, où bon, c'était plus des starlets et des chanteurs qui apparaissaient là, non. À cause de cet article, on le prend comme prétexte en racontant une histoire incroyable que le chat tourne avec les documents avant pour écrire un livre. Ce livre est écrit avec Pierre Plantard en sous-main pour donner des informations et on rajoute une vingtaine de pages où on va parler du prieuré de Sion et où on va parler de la nécessité de recréer un mouvement de chevalerie et on va, évidemment, puisqu'on parlait des Templiers, de dire les Templiers sont toujours parmi nous, ils ne nous ont jamais quittés, ils ont toujours été dans la société, simplement ils étaient cachés et maintenant on va vous révéler où ils étaient. C'est la révélation qu'il y a dans ce petit texte, hein, point de vue d'un hermétiste. Alors, ce texte, point de vue d'un hermétiste, il a été déposé, il s'appelle aussi, il a un autre nom, hein, c'est exactement pareil, ça s'appelle Gisors et son secret. Donc c'est un petit texte de 20 pages, un opuscule, qui a été déposé à la Bibliothèque nationale. Donc c'est le dernier document là que je t'ai envoyé, ouais, où il y a marqué code. Tac. Tu m'as dit le dernier. Attends. Ouais, non. Ça. Bah, c'est seul qui c'est pas l'article. Il y a 3 articles et un autre document. C'est celui-là. Donc ça, c'est la couverture. Hein, on voit bien, il est marqué Gisors et son secret. Donc c'est déposé à la Bibliothèque nationale. Il y a le numéro de dépôt. C'est déposé en 61. Donc par Pierre Plantard. C'est Pierre Plantard qui signe ce livre. Et c'est exactement ce qu'on trouve dans le livre Les Templiers sont parmi nous. On peut dire qu'il y a 2 parties dans Les Templiers sont parmi nous. Donc il y a l'histoire des Templiers sont parmi nous écrite par Gérard de Sède sous la dictée, j'allais dire, de Pierre Plantard. Et il y a ce bouquin, ce tout petit opuscule, qui lui est écrit que par Pierre Plantard. Donc, il est à la Bibliothèque nationale, on peut se le procurer facilement, hein. Enfin, on peut se le procurer également en lisant ce livre-là, hein, puisqu'il est toujours à la fin. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y avait sur le côté, on le voit, hein, il est marqué, j'ai mis des flèches, code, là et en dessous, il y avait des signes kabbalistiques qui sont présents à la Bibliothèque nationale. Mais à la Bibliothèque nationale, c'est vrai que quand on voit la couverture, bon, on s'intéresse plus au texte qui est à l'intérieur qu'à la couverture. Donc personne, jusqu'à présent, s'était interrogé, s'était passionné pour ces signes kabbalistiques. Il y en a même, moi j'avais déjà vu, j'ai vu 1000 fois, j'ai jamais pensé que c'était un code qui voulait dire quelque chose. Quand j'ai commencé à retravailler, donc quand je recevais ces documents anonymes, et je les mettais en ligne ou j'en parlais sur des réseaux sociaux, il y a une personne, une dame qu'on appelle dans le milieu la chercheuse masquée, qui est une décrypteuse absolument redoutable, qui peut pas voir un code sans tenter de le décoder, de le décrypter et souvent de le résoudre d'ailleurs. Donc, qui s'est intéressée à ces signes kabbalistiques. Oui, au départ, personne ne savait que c'était un code. Mais elle s'y est intéressée, elle a recherché, elle a trouvé. Ah bon? Alors, elle a trouvé. Elle a trouvé simplement en lisant le livre, puisque dans le livre, Pierre Plantard donne vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, hein, mais il donne on voit, il donne des informations, donc il raconte, ouais, les Templiers codaient leurs monuments comme ça c'est un code Templier, ça c'est un code de la
Alors, bon, on lui raconte des trucs, hein, c'est Pierre Plantard, hein, c'est toujours délayé, il met 2 pages pour dire, pour qu'un mot ressorte, enfin bref. Mais elle a tout lu, elle a tout compris, et elle a décodé. Tu es rentré Et en que veut contact avec elle? Bien sûr, je suis en contact. J'ai jamais vu physiquement, on s'est jamais vu, mais je suis en contact tous les jours avec elle, par message, D'accord. par. Est-ce que tu peux nous dire, hein, donner un exemple sur le premier, celui qui est en haut à droite, ce que ça signifie, le premier code qui est au-dessus? C'est A. C'est A. Voilà. Parce qu'en fait, le code utilisé, et c'est pour ça que c'est compliqué, le code utilisé, c'est ce qu'on appelle le code templier, mais qui est traité avec le carré magique de 3. Ouais. Donc, c'est Pierre Plantard, hein. C'est Pierre Plantard qui dit, il existe le code templier, mais les frères l'utilisent avec le carré magique de 3. Et après, il va parler du carré magique de 3. Donc, je vais vous le dire là, je ne vais pas laisser comme ça, je vais vous donner la solution. La traduction complète du code, parce que bon, là vous avez que la couverture de devant, hein, donc il y en a derrière. Hein. Il y a derrière, il y a des signes cabalistiques. C'est à la gloire du grand architecte de l'univers. À la gloire du grand architecte de l'univers, c'est une référence à la franc-maçonnerie. D'accord. Les francs-maçons déistes appellent la divinité le grand architecte de l'univers. Et donc, Pierre Plantard dédie son livre Le secret de Gisors, et par la même occasion, celui-ci, puisque c'est lui qui le dicte à Gérard de Sède, au grand architecte de l'univers, à la franc-maçonnerie. D'où le rapprochement de tout à l'heure quand je t'ai demandé, le livre est dédié à la franc-maçonnerie. Donc, dans les faits, le livre de Gisors et son secret est dédié sans aucun doute à la gloire du grand architecte de l'univers. C'est une référence maçonne. Tous les maçons vous le diront, il n'y a pas de discussion. Alors on peut discuter des obédiences. Hein, j'ai un ami, j'espère qu'il écoute l'émission. D'ailleurs, on en a parlé, c'est lui qui m'a orienté, parce que c'est un grand connaisseur des arcanes maçonniques. Hein, il m'expliquait, c'était dans telle obédience qu'on disait ça. Et il dit, c'est étonnant d'ailleurs, parce que Pierre Plantard, il ne faisait pas partie de cette obédience. Mais malgré tout, il dédie le livre au grand architecte de l'univers. Mais si le livre de Pierre Plantard, là, lui, je l'ai dit, il n'y a que lui qui a écrit ce livre-là. Personne n'est intervenu. Enfin, personne de connu. C'est peut-être un groupe qui est derrière Pierre Plantard qui ont produit ça. Je ne m'aventure pas. Pour l'instant, il est signé par Pierre Plantard et il est dédié au grand architecte de l'univers. Ce livre est inclus dans Les Templiers sont parmi nous, sous le nom de Pierre Plantard. On peut conclure, on peut comprendre, on peut admettre que tout le livre, Les Templiers sont parmi nous, est à la gloire du grand architecte de l'univers. Alors, pourquoi le dédier à ça, si ce n'est pas parce qu'on a un but? Parce qu'on a un but, c'est-à-dire le livre. Il est écrit sur le trésor des Templiers, on sait qu'il n'y a pas de trésor des Templiers, on sait au moins qu'il n'y en a pas à Gisors. Donc, il est écrit pour quelque chose. Et le livre de Gérard de Sède et de Pierre Plantard, qui est fait, celui de Rennes-le-Château, Gérard de Sède est intervenu d'une manière autonome. Hein, je crois qu'il en a eu un peu assez. Au départ, Pierre Plantard devait l'impressionner. Je crois qu'au bout d'1 ou 2 ans, il commençait à avoir plein de parapluies, Gérard de Sède. Donc ils sont fâchés d'ailleurs. Hein, ils sont fâchés d'une manière assez. Mais justement, tu expliquais tout à l'heure que Pierre Plantard, quand il a écrit ce livre, celui-ci en l'occurrence qu'on a en photo là, il n'était pas initié, mais est-ce que peut-être par la suite, grâce à ces deux ouvrages qu'il a publiés, est-ce que par la suite il a été initié ou pas du tout? J'ai pas dit que Pierre Plantard n'était pas initié. J'ai dit qu'il y a plusieurs obédiences dans la franc-maçonnerie. Pierre Plantard faisait partie d'une obédience
qui ne revendiquait pas de, Ah, d'accord, enfin, ok. qui ne parlait pas du grand architecte de l'univers, parce que dans la loge où il était, on ne parlait pas de ça, hein, on ne parlait pas du grand architecte de l'univers. C'est la seule chose, mais bien sûr qu'il a été franc-maçon, mais il a été, alors il a été viré ou il est parti, on ne sait pas exactement, mais il a été franc-maçon, et de toute manière, les organisations qu'il créait après, c'était des organisations maçonniques. Hein, alors, Ouais, bah c'était oui. pas. Alors, il y en a des centaines. Hein. Bon, il y en a des officiels, il y en a qui ont pignon sur rue, il y en a qui sont plus anciennes que d'autres, mais des loges maçonniques, tout le monde peut en faire. Hein, et c'est pas interdit. Donc, Pierre Plantard a créé ensuite des associations qui étaient toutes, de toute manière, d'origine et de toute manière de construction maçonnique. Hein. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et même les amis de Gisors. Ah non, les Amis de Gisors, c'est une association. En fait, les Amis de Gisors, à l'origine, ce sont des gens. Quand Gérard de Sède écrit son livre, toute la France des chercheurs de trésors se pointe à Gisors pour faire des trous. Donc les gars, ils ont même le château a été, comment dire, a été endommagé. Hein, il a commencé à bouger, donc on a dû interdire les fouilles comme à Rennes-le-Château. Donc il y a une association des Amis de Gisors qui était fait d'historiens, de gens qui aimaient leur ville et de personnalités de la ville, qui ont créé cette association pour s'opposer à Gérard de Sède. Parce que Gérard de Sède, il raconte des trucs sur ce qu'il faisait avec Pierre Plantard qui sont faux, mais en même temps, les affirmations historiques qu'il donne, bon, il y a quand même pas mal de trucs qui sont pas vrais, qui sont, hein, je vais pas en parler maintenant, mais là, il donne une gravure de la chapelle, Gérard de Sède, il la donne peut-être de bonne foi, mais elle a rien à voir avec le château de Gisors. Hein, on a retrouvé l'origine, c'est une chapelle qui est bâtie à Londres, voilà. Donc, il y a cette société des Amis de Gisors, il y a des gens de la mairie, il y a des gens de la société historique du Vexin, donc c'est des gens sérieux, c'est des gens. Mais dans cette société des Amis de Gisors, il y a également des gens qui objectivement sont de l'autre côté, qui objectivement ont aidé. Je vous dis, il y a le comte de Bueil et son épouse qui font partie de la société des Amis de Gisors, mais ce sont eux qui hébergent Pierre Plantard et qui l'hébergeront d'ailleurs longtemps encore après le livre. Ce qui fait que le comte de Bueil connaissait bien Pierre Plantard et sans doute il devait lui donner des informations. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le comte de Bueil qui donne toutes ces informations et qui demande à Pierre Plantard d'intervenir à Gisors. Voilà, donc il y a des gens qui sont effectivement des défenseurs de l'image de Gisors. Il n'y a jamais eu de Templier à Gisors, il n'y a pas de souterrain. Bon, voilà, ce qu'on dit toujours. À Rennes-le-Château, il y a eu un monsieur qui s'appelait Descadellas qui a fait un peu ça. Hein, c'était un conservateur des archives et qui a dit tout ce que raconte Gérard de Sède, mais c'est des mensonges. Il n'y a rien de vrai. Voilà. Donc les Amis de Gisors sont tout sauf une loge maçonnique. Je veux dire, c'est l'inverse. C'est des ennemis. Hein, de ces ennemis qui sont menés donc par le docteur Dardel, hein, qui est un passionné d'histoire et de sa ville, et qui dit Gérard de Sède est un Jean Foutre, il raconte que des bêtises. Voilà, ça c'est les Amis de Gisors. Mais on se rend compte qu'à l'intérieur des Amis de Gisors, il y a quand même des gens qui sont favorables en sous-main, pas aux ennemis, parce qu'ils ne sont pas ennemis, mais à ceux qui sont les partisans d'une lecture ésotérique de l'affaire de Gisors. Gérard de Sède, c'est un menteur, mais il écrit ce livre. Mais ce livre, on ne le lit pas. On le lit comme un roman d'aventure, mais il ne faut pas le lire comme un roman d'aventure. Moi, je dis que c'est un livre politique. Alors, certains ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent que c'est un livre surréaliste. Il y en a qui disent que c'est un livre qui ne veut rien dire. Mais moi, je dis que c'est un livre politique. Pierre Plantard, il dédie son livre au grand architecte de l'univers. Ce qui veut dire, il dédie son livre à l'avenir. Pierre Plantard était quelqu'un qui avait fait partie des groupes qui suivaient Paul Lecourt. C'est qui Paul Lecourt? Paul Lecourt, c'était également un ésotériste. C'est quelqu'un qui croyait, vous savez, aux airs. Hein, c'est quelqu'un qui croyait que l'ère des poissons allait se terminer. Hein, maintenant, hein, c'est 2020, 2010-2020, que l'ère du poisson allait se terminer et qu'une nouvelle ère allait arriver, l'ère du Verseau. Hein, c'était un grand
encore maintenant d'ailleurs, il y a des gens qui en sont persuadés, mais c'est vrai que penser qu'il y a des périodes de l'histoire, des périodes très longues, de plus de 2000 ans, qui font que l'ère du poisson, qui était l'ère chrétienne en fait, elle va se terminer pour laisser place à l'ère du Verseau. Pierre Plantard était quelqu'un qui était adepte de ces théories, de la théorie de Paul Lecourt, mais Paul Lecourt disait, pour arriver à l'ère du Verseau, il y aurait des temps difficiles. On ne change pas d'ère d'une manière facile. C'est pas un claquement de doigts. Donc, il faudrait sans doute une nouvelle chevalerie qui permettrait ce changement d'époque. Cette nouvelle chevalerie, en parlant des Templiers, Pierre Plantard essaie de la mettre en place. Et il essaie de la mettre en place en parlant dans les Templiers sont parmi nous, et il en reparlera encore dans le trésor de la Bessonnière, dans le trésor maudit de la Bessonnière, où il racontera son histoire de prieuré de Sion qui protège une lignée mérovingienne. C'est parce qu'après, l'affaire, elle lui a échappé, l'affaire, elle est partie dans tous les sens, donc il a perdu le fil. Mais au départ, mais ce que je dis, moi, c'est que tous les groupes templiers qu'on voit sur Internet maintenant, qu'on voit qui sont en cap et qui font des appels à la paix, certains d'autres font des appels à la non-violence, à ceci, à cela. Tous ces groupes qui sont nés dans les 20 années qui viennent de s'écouler, et il y en a des centaines, Tous ces gens, c'est parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a écrit ce livre, Les Templiers sont parmi nous. Ce livre a été repris par d'autres pour arriver, je vais dire, au Da Vinci Code, qui a été vendu à des millions et des millions d'exemplaires, ce qui fait qu'il y a ça a intéressé les gens. Qu'est-ce que c'est? Les Templiers vivent depuis longtemps parmi nous, ils sont dans des sociétés secrètes. La société secrète que Pierre Plantard décrira, c'est évidemment pas une société secrète réelle. Les grands maîtres, bien sûr, le prieuré de Sion n'existait pas au Moyen-Âge, il n'existait pas à la Renaissance. Les grands maîtres donnés par Pierre Plantard, ce sont des grands maîtres philosophiques, ce sont des références politiques, ou ce sont des gens qui font partie d'une famille à laquelle Pierre Plantard veut accrocher ou ramener son mouvement. D'accord, ouais, oui. Et justement, quel est le rapprochement entre les... parce que quand on regarde Gisors, c'est quelque chose quand même de différent. Et pourquoi avoir aussi peut-être amené la même chose, parce qu'on peut dire que c'était la même chose, à Rennes-le-Château. Quel était leur but, en fin de compte, à Rennes-le-Château? Alors, au départ, ils veulent pas aller à Rennes-le-Château. Personnellement, je crois qu'ils veulent aller à Jarnac. Parce qu'à Gisors, il y a des graffitis que Pierre Plantard interprète d'une manière aussi ésotérique, aussi originale. Ils doivent quitter Gisors parce que d'une part, il n'y a rien à Gisors. Ils ont André Malraux met son nez dans l'affaire. Donc, c'est bon, ils sont brûlés, on va dire. À Gisors, ils sont brûlés, ils ne peuvent plus rien faire. Donc, ils veulent partir au départ à Jarnac. À Jarnac, ils vont, mais par contre, à Jarnac, il y a une personnalité qui est là-bas et qui s'oppose totalement à l'avenue de Pierre Plantard et de Gérard de Sède. Donc, il les descend dans un livre, dans un journal, pardon, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc, ils vont pas à Jarnac. Et après, ils arrivent à Rennes-le-Château. Alors, il y a beaucoup de théories pour savoir comment. Alors, il y en a encore, oui, c'est Sophie de Sède qui les a ramenés là-bas, je sais rien. Bref. Personnellement, je pense, rien n'est moins sûr, parce qu'on n'a pas de certitude. Pierre Plantard ne dira jamais comment il vivait à Rennes-le-Château, parce que lui, dans l'imaginaire de Pierre Plantard, il est venu avec son grand-père avant la guerre. Donc, il est évident qu'il ne peut pas dire, non, je suis arrivé en 62 parce que j'ai vu un reportage ou j'ai vu la roue tourne à la télévision. Il ne peut pas dire ça. Voilà. Gérard de Sède, comme après, il y aura des histoires de copyright, de qui a écrit, qui a ceci, qui a Gérard de Sède racontera également une histoire. C'est un de ses amis qui lui avait parlé de Rennes-le-Château. Il n'avait pas fait attention tout de suite. Bon, bref. À l'époque, il y a une revue qui est célèbre qui s'appelle Planète. Planète, alors on va pas raconter l'histoire de Planète, mais c'est une revue qui était lue par tous les ésotéristes, qui était lue par tous les jeunes, par tous les gens qui étaient intéressés par la littérature de science-fiction, par tout ce qui était un peu fantastique.
Hein, la planète, tout le monde disait planète. Or, alors je t'ai pas envoyé la photo, mais j'ai mis la photo sur Internet. Quand les Templiers sont parmi nous est sorti, il y a eu une critique dans Planète. Il y a eu une critique. Donc, Planète était un journal, une revue qui était plus, si vous voulez, qui était plus large que. Donc, il y avait la moitié de la page qui était consacrée à la critique des Templiers sont parmi nous, et l'autre moitié de la page était consacrée à la critique de Trésor du Monde de Robert Charroux. Or, l'histoire de Rennes-le-Château est évoquée pour la première fois dans un livre, dans le livre de Robert Charroux, Trésor du Monde. Je trouve que c'est une grosse coïncidence. Parce que, aussi bien Gérard de Sède que Pierre Plantard ont lu la critique de Planète de leur ouvrage. C'est évident, ils sont allés le lire, c'est impossible autrement. Mais ils ont vu également qu'à côté, il y avait ce livre, Trésor du Monde. Est-ce que c'est par cet intermédiaire où l'histoire de la Bessonnière qui découvre un trésor, où il y a des parchemins, fait tilter Pierre Plantard, où il dit, bah, voilà la suite. À Gisors, il y avait des souterrains, il y avait une chapelle souterraine, on va trouver à Rennes-le-Château de quoi faire notre bonheur et de continuer l'histoire, parce que rechercher un trésor, ça intéresse les gens. Oui. Paul Lecourt, quand il écrit un article, il y a 40 personnes qui le lisent. Enfin, j'exagère, mais c'est des gens qui écrivent dans des petits milieux, hein, dans des mondes très fermés. Ce livre-là, il a été vendu 10 fois plus que le Trésor de Rennes-le-Château. Ça a été un succès de librairie extraordinaire. Donc, ils ont dû se dire, autant écrire sur le Trésor de Rennes-le-Château, le Trésor de la Bessonnière, ou le Trésor des Templiers, parce qu'on sait que les gens vont lire. Et les gens le liront et on pourra passer nos idées. Et force est de reconnaître qu'ils ont réussi, même si ça a pris 60 ans. Pierre Plantard est mort en 2000 et Gérard de Sède est mort en 2004. Ils n'ont pas vu le succès du Da Vinci Code, ils n'ont pas vu les films. Mais je crois que s'ils avaient vu ça, ils se seraient dit, on a gagné. Alors Gérard de Sède, je ne sais pas. Hein, il aurait peut-être dit, bon, et j'espère qu'ils vont payer les droits, parce que c'est nous qui avons tout écrit. Mais je crois que Pierre Plantard aurait été content, aurait dit, ça y est, le message, c'est parti maintenant. C'est parti. C'est comme ce qu'on dit, tu sais, comment on appelle ça, c'est le coup d'aile du papillon. Hein, comment on appelle ça, le papillon, il donne un coup d'aile dans les Caraïbes et ça déclenche un séisme au Japon. Hein, et c'est ça. Voilà. Le premier coup d'aile, c'est ça. Et le séisme, 70 ans plus tard, c'est le Da Vinci Code. Mais c'est la même chose. C'est la même histoire qu'on raconte. C'est le même projet politique qui est sous-tendu. Alors parfois, c'est raconté par des gens qui ne le savent même pas. J'imagine pas. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent Pierre Plantard, il est venu, il avait un projet. Alors ce projet, on est d'accord ou pas d'accord. Moi, je dis absolument pas que je suis d'accord avec ce que voulait faire Pierre Plantard. Hein. La question n'est pas là. Mais la question, c'est Pierre Plantard n'a jamais monté de canular. Jamais. Il n'a jamais monté de canular. Tout ce qu'il faisait, que ça soit la dynastie mérovingienne, que ça soit il n'a jamais parlé de Jésus, il n'a jamais parlé de Marie-Madeleine, ça c'est venu bien après, pas par d'autres personnes. Mais tout ce que Pierre Plantard a raconté, c'est fait pour argumenter, pour sous-tendre et pour construire son projet. Alors encore une fois, on est d'accord, pas d'accord, le projet, la question n'est pas là. Mais il ne faut plus penser que Pierre Plantard fait des choses simplement pour se moquer des gens, en montant des canulars. Pierre Plantard n'a pas monté de canular. Il a fait un travail ésotérique, mais contrairement à ceux qui le précédaient, il voulait que le grand public le lise. Et il a bien réussi. Il a réussi, quoi qu'il arrive, il a réussi. Bon, je me trompe peut-être, hein, mais il a réussi. Quand on voit à l'heure actuelle, Rennes-le-Château, il y a des gens qui ont travaillé, qui ont travaillé ensemble sur Rennes-le-Château il y a 15, 20 ans. Maintenant, ils s'y intéressent moins. Mais ils reviennent toujours.
on voit qu'ils suivent les forums, ils suivent les publications, ils suivent les vidéos, parce que on ne quitte jamais Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, c'est quelque chose qui est non seulement magique. Moi, je dis, Rennes-le-Château, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. C'est-à-dire, tu fais une découverte à Rennes-le-Château, forcément, ça t'ouvre une autre recherche. Et tout cela, c'est parce que, justement, Pierre Plantard ne voulait pas faire de canular. S'il fait un canular avec ses parchemins, c'est tout. On dit, ah bah ouais, bah on a trouvé, c'est un canular, on rigole et on s'en va. Non. On dit, alors certains disent les canulars, ils n'existent pas, c'est un. Non, les parchemins servent à quelque chose dans la stratégie de Pierre Plantard. Et justement, est-ce que tu sais, parce que je sais que tu avais fait une conférence il n'y a pas très longtemps où tu as abordé ce sujet, et qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau justement du côté de Rennes-le-Château? Bah, de nouveau, il y a un axe intéressant. Il y a un axe intéressant qui est. On est maintenant. Alors, il y a deux types de personnes à Rennes-le-Château. Il y a des gens qui sont partis. Encore une fois, je ne les critique pas. Hein. Je leur dis simplement partez du réel. Partez du réel et après faites ce que vous voulez comme recherche. Mais partez du réel. Quand vous parlez de ça, ça vient de là et pas autre part. Ça, on a la preuve. Voilà. Mais après, il y a des gens qui sont restés, bon, qui eux sont restés dans le réel. Et c'est une. Alors, je pense que c'est pas une nouveauté, mais c'est une nouveauté qu'on en parle. Parce qu'il y a toujours des gens qui recherchent à Rennes-le-Château et qui écrivent pas de livres, et qui ils viennent pas sur les forums et qui font pas de vidéos. Hein, c'est des chercheurs, ils sont là depuis 30 ans, ils fouillent, ils ont ils ont des certitudes, voilà. Maintenant, il y a des gens qui croient véritablement au trésor de la Bessonnière, ils croient qu'il en reste encore, parce qu'ils expliquent pourquoi la Bessonnière a dû arrêter de ponctionner ce trésor. Certains même donnent l'origine du trésor. Le trésor venait de là. Donc il y a de nouveau des jeux, mais ils disent la Bessonnière, il n'a pas laissé de message. Il n'a pas laissé de message, il n'a pas mis de parchemin, il n'a pas dit c'est là, il n'a rien dit. C'est tout. D'abord, il est mort d'une manière brutale, donc il a peut-être été surpris par la mort et qu'il n'a pas eu le temps de le dire. Sa gouvernante, elle n'a jamais rien dit à personne. Quoi qu'on raconte, quoi qu'on pense, elle n'a jamais rien dit à personne. Donc il y a des gens maintenant qui s'intéressent et je trouve que leur démarche elle est intelligente parce qu'ils vont retourner à l'origine, voir quel terrain acheter le Saunière, voir les failles qui passent, voir comment on pouvait se rendre, j'allais dire, en refaisant les scènes de crime, en disant la journée, comment ça se passait un village à l'époque. Donc est-ce que Saunière pouvait aller chercher de l'argent? Parce qu'ils en sont, on en est sûr. Moi, je suis persuadé que la Bessonnière est tombée sur un magot. Hein. Alors peut-être qu'il a trouvé une indication pour dire tiens, l'argent est caché là-bas. Il en a pris, c'est évident. Tout a été étudié, que ce soit les trafics de messes, que ce soit les trucs. Ça ne justifie absolument pas le niveau de vie qu'il a eu, le rythme qu'il a eu dans sa vie, c'est impossible. Donc forcément, il a trouvé quelque chose. Ce quelque chose, certains croient qu'il y en a encore, donc ils le recherchent, mais donc ils le recherchent en disant c'est pas Saunière qui l'a caché, c'est peut-être l'abbé Bigou, hein, qui est un prêtre qui précédait l'abbé Saunière et qui était là à la Révolution et qui aurait donc caché de l'argent des émigrés, de ceux qui partaient en Espagne parce qu'ils craignaient les sans-culottes. Donc à l'époque, comment on pouvait cacher un trésor, où il l'a caché, comment on pouvait le cacher et le retrouver facilement. Donc c'est avec ce travail-là, qui n'est plus du tout un travail de décodage ou un travail de faire des trous un peu partout, hein, parce qu'il dit Saunière, il n'a pas rebouché quand il allait chercher ses trucs pour les comme ça. Et je trouve, et ça, je pense que c'est une nouveauté. Je pense que c'est une nouveauté, c'est fait par des gens qui connaissent bien l'affaire, qui ont étudié l'affaire de tous les côtés. Bon, ils sont revenus des impasses, ils sont revenus, et là, ils se sont dit, on va faire comme ça. Et ils font donc des recherches qui sont des recherches pas scientifiques, mais historiques, en se basant sur la réalité, sur le village et sur les habitudes et sur les quelques éléments qu'on possède et qui sont vrais, quoi, qu'on ne remet pas en cause, que personne ne remet en cause. Je pense. Alors après, il y a toutes les théories nouvelles. Hein, je veux dire, je les connais pas. Hein, franchement, ces trucs sur Marie-Madeleine, tous ces bazars-là, je me suis jamais intéressé à ça. Jamais. Donc,
la lignée de Jésus. Je parle de temps en temps avec des gens, j'ai de temps en temps au téléphone, hein, c'est un ami, Sylvain Truffier, je parle avec lui, donc il a une théorie que je parle avec lui parce qu'il connaît bien l'affaire, il connaît les trucs, il y a longtemps qu'il est là, il connaît l'affaire, il a des choses à faire, mais sa théorie, elle ne me sied pas, donc j'ai jamais lu, je suis jamais rentré, donc je ne sais pas ce qu'il a découvert exactement, mais je sais que c'est toujours des choses un peu volatiles, on va dire, pour rester poli. Et justement, est-ce que tu as pu rentrer en contact avec des personnes qui ont repris l'affaire et justement, quel est leur enthousiasme et est-ce qu'ils ont des indices? Ils ont trouvé ouais, quelque non, chose? C'en est où? c'est plus des indices, c'est plus maintenant des conclusions. On dit voilà, ils disent le curé, il a dû faire ça, il pouvait pas aller loin, il pouvait pas y aller en soutane, donc s'il était en tenue civile, on pouvait pas le voir. Voilà, donc il dit c'est un village, tout le monde, on sait ce que c'est que les villages, tout le monde connaît tout le monde, tout le monde regarde tout le monde. Donc voilà, c'est plutôt en partant de ces choses-là, de ces principes-là, on dit où il a, donc c'était pas loin, où c'était loin. Après, ils regardent des faits qui sont arrivés à l'époque, notamment il y a eu des glissements de terrain. Il y a eu des glissements de terrain. Ces glissements de terrain ont eu lieu à l'endroit où la Bessonnière avait acheté des terrains. Est-ce que c'était pas là et qu'ils pouvaient plus aller parce qu'il y a eu un glissement de terrain? Bref, je suis pas trop dans cette affaire-là, mais j'ai un de mes amis, un de mes bons amis, j'ai écrit un livre d'ailleurs avec lui sur Rennes-le-Château, qui est un peu dans cette optique-là, un peu de loin, parce que maintenant, bon, il est aussi âgé, il habite loin, donc il va de moins en moins à Rennes-le-Château, mais il est resté en contact avec toute une bande de chercheurs qui sont sur cet axe-là. Mais il y a toujours des gens qui cherchent, il y a des gens qui disent avoir décodé la dalle de Blanchefort, bon, qui est aussi un élément important de l'affaire de Rennes-le-Château, qui restent fidèles à leurs recherches et qui, depuis 15 ans, font des recherches. Tous les jours, il y a des recherches. Alors, ces gens recherchent le trésor de la Bessonnière, ils ne rajoutent rien. Et après, il y a les gens qui recherchent plus le trésor de la Bessonnière, qui recherchent, oui, la tombe de Marie-Madeleine, la tombe de Jésus, enfin, bref, des trucs comme ça. Là, encore une fois, je les laisse faire ce qu'ils veulent, ça ne me dérange absolument pas. Il faut simplement partir du réel, quoi. Ok. Et justement, par rapport à cette théorie de la tombe de Marie-Madeleine sur cette affaire, il y a quand même quelqu'un de sérieux qui fait des recherches sur ce sujet. Donc, Christian Domergue, je pense que tu dois le connaître. Je connais bien Christian Doumer, ouais. Et donc, est-ce qu'il recherche la tombe de Marie-Madeleine? à la tombe, on ne sait pas si elle existe, la tombe. Hein. Ouais, je ne sais pas. Est-ce qu'il recherche la tombe? Moi, j'ai lu un livre, j'en ai lu qu'un, j'en ai plusieurs lus de Christian Doumer, notamment celui qu'il a fait sur le prieuré de Sion et Pierre Plantard, hein, qu'il a écrit avec, comment il s'appelle, Pierre-Emmanuel Garnier, aux éditions Arca, qui est pour moi le livre, si on veut connaître Pierre Plantard, le prieuré de Sion, il faut lire ça, hein, c'est vraiment un livre qui fait autorité, même si, bon, il a été écrit il y a 15 ans, même s'il y a des trucs maintenant qu'on a réussi à remettre d'équerre, mais ce livre, il est fondamental pour connaître le prieuré de Sion et Pierre Plantard, hein, pour certains. Voilà, il parle que de ça, donc, mais j'ai lu avant, donc j'ai lu, c'était le mystère, je crois, dans 2 tomes, là chez Arca aussi, le mystère de la Bessonnière, où il y a un livre qui est consacré à Marie-Madeleine. Et donc, je l'avais lu, donc j'avais été intéressé, mais Christian, à l'époque, alors, il a peut-être changé hein, depuis sur Marie-Madeleine, bon, je sais qu'il écrit d'autres livres, maintenant il est un peu parti ailleurs, hein, dans d'autres domaines, mais à l'époque, il recherchait plus les traditions historiques, régionales, qui concernaient Marie-Madeleine. C'est-à-dire, il recherchait, il dit, alors je me souviens vaguement, hein, je crois qu'il disait, voilà, en l'an 600, il y avait des pèlerinages où il y avait des chemins qu'on appelait, voilà, il y avait des traditions, j'allais dire, mais c'était en l'an 600 ou en l'an 800, je me souviens plus bien. Moi, je fais ça à l'heure actuelle parce que je travaille sur les chaussées Brunehaut dans le nord de la France.
où là aussi il y a des traditions. Alors ces traditions, elles racontent qu'il y a un miracle, mais la tradition, elle se passe 400 ans après le miracle. Alors qu'il y ait des traditions, ça ne veut pas dire que le miracle a eu lieu. Hein, et donc là, voilà, et il ne me parlait pas de la tombe de Marie-Madeleine. Euh, voilà, que la région ait été évangélisée très tôt par des gens qui venaient directement de Palestine, je veux dire, pourquoi pas. Mais bon, on est quand même là dans euh, enfin bref, enfin, je veux dire, n'étant pas chrétien, je ne peux pas cautionner, j'allais dire, des recherches qui voudraient dire, voilà, qui parlent de ça. Donc, par contre, je peux dire que Christian Doumergue, c'est quelqu'un de sérieux, qui ne va pas écrire des choses qui sont fausses ou qui sont imaginées, mais je ne crois pas qu'il recherche la tombe de Marie-Madeleine. J'étais avec lui, je l'ai rencontré parce que non, c'est un gars qui est très connu, qui est très que les gens aiment bien, voilà, il a beaucoup de lecteurs, et c'est un de mes gars, avec qui je travaille sur la chaussée Brunehaut, qui avait hérité en fait d'une bibliothèque en Belgique, et il m'avait demandé, il dit, tu connais Christian Doumergue? Je dis, ouais, je le connais, et puis je vais peut-être le voir dans quelques temps. Donc je l'avais rencontré à Rennes-les-Mains et je lui avais remis ces livres-là. Donc on a parlé de, voilà, mais je me souviens pas qu'il m'a dit qu'il cherchait la tombe de Marie-Madeleine. Hein. Mais je me trompe Ok, peut-être. Hein, j'aime pas trop parler de ces histoires qui touchent à la religion parce que forcément, moi je suis pas chrétien, donc j'ai de la difficulté à envisager que Marie-Madeleine ait pu être une disciple de Jésus-Christ, puisque je ne crois même pas qu'il a existé. Donc c'est compliqué, je veux dire. J'imagine que la tombe de Marie-Madeleine. Après, je pourrais imaginer que Marie-Madeleine, il y ait une tradition de dire qu'elle a été enterrée là. Hein, c'est comme il y a mon ami Richard Aubaran, à chaque fois je lui dis, de toute manière, il l'admet, Nostradamus n'a jamais habité à l'Île-les-Bains, hein, jamais. Mais bon, il y a une tradition, et cette tradition, elle peut être très très vieille. Elle peut dater de 1600, 1700, et je veux bien l'admettre. Et ça donne du crédit au récit que raconte Richard. Mais moi, je lui dis, moi, je connais bien Nostradamus, je connais bien sa vie, je sais pourquoi il y a une tradition de Nostradamus à Aller-les-Bains, et c'est pas parce qu'il y habitait, c'est simplement parce que son grand-père, qui s'appelait Crescas de Carcassonne, y habitait. Voilà. Mais ça ok. n'empêche que le travail de Richard Aubaran, de Christian Doumergue, l'avantage de ces personnes, c'est qu'ils partent du réel. Voilà, ils partent du réel, il y a une tradition qui fait que, donc voilà, j'appelle la maison de Nostradamus. Donc, avant de terminer cette interview, j'ai encore une dernière question. Et justement, vu que tu as fait un grand travail sur ce projet de Rennes-le-Château et de Gisors, et justement pour toi, tu vas travailler sur quel sujet dans un futur proche? Bah, alors, c'est même pas un futur proche, puisque c'est déjà un passé, parce qu'il y a longtemps que je travaille, mais d'une manière, parce que, bon, c'est dans le nord de la France, je suis originaire du nord de la France, hein, et j'ai travaillé longtemps en Belgique, j'ai fait mes études en Belgique, donc je suis vraiment un frontalier. Mais là, j'habite dans le centre de la France en ce moment. Hein. Donc, je peux pas y aller beaucoup, donc je travaille, mais j'ai travaillé longtemps sur ça. En fait, je travaille, j'en parlais, sur les chaussées Brunehaut. Hein, les chaussées Brunehaut, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont 7 chaussées qui sont droites comme des i sur plusieurs centaines de kilomètres, enfin plusieurs dizaines de kilomètres, on va dire. Il y en a qui sont plusieurs centaines, mais sur les 7, il y en a qui c'est simplement 80 kilomètres, qui sont droites comme des i et qui partent toutes d'une ville qui s'appelle Bavay. Bavay, c'est à la frontière belge, c'est une petite ville française, mais qui est à la frontière belge. Et donc, ces 7 chaussées et Bavay, qui est un nœud routier, puisque alors les chaussées quittent Bavay selon des angles bien définis. Hein, elles s'en vont pas, elles s'en vont selon des angles bien définis. Et elles se terminent toutes. Donc il y a les 7 se terminent à Reims, à Amiens, à Beauvais, à Utrecht, à Gand, à Tournai et à Tongres. Donc cette ville où on trouve des cathédrales gothiques du XIIIe siècle avec des labyrinthes. Ces routes, ces chaussées Brunehaut, ont été construites il y a à peu près 4000 ans, hein, dans la période du bronze ancien, c'est-à-dire dans la période où on a dressé des pierres.
Donc ben voilà, donc ça me passionne. D'autant qu'au XIIe siècle, on a raconté, il y a des auteurs, hein, Lucius de Tongres, Jacques de Guise, qui ont écrit des légendes historiques ou des histoires légendaires sur l'origine de ces chaussées Brunehaut. Donc ils racontent l'origine, un peu comme Platon a raconté l'histoire de l'Atlantide. D'ailleurs, Jacques de Guise se réfère à Platon pour écrire son histoire. C'est pour ça que je dis toujours que ces chaussées Brunehaut, bah, c'est l'Atlantide du plat pays, parce que ça a été construit il y a 4000 ans. Il y a 4000 ans, il y a des gens qui s'en servaient pour voyager, et qu'aujourd'hui, les gens s'en servent encore pour voyager. C'est-à-dire, c'est un monument unique au monde, qui est gigantesque, sur 75 000, 7 500 000 hectares. Hein, c'est énorme, ça part de Gand, ça va jusqu'à Reims, Amiens, Beauvais, Tongres. C'est gigantesque ce territoire. Donc ce sont des gens qui sont arrivés à Bavay, qui se sont installés à Bavay, et ils ont construit des routes pour délimiter leur territoire. On ne sait pas qui, on n'a pas beaucoup d'idées sur le peuple qui a pu faire ça. Sinon, qu'en même temps, ils ont dressé des pierres le long de ces routes. Il y a des menhirs, il y a des dolmens, il y a des cromlettes le long de ces routes. C'est pour ça qu'on sait que les routes ont été construites à la même époque. Et Lucius de Tongres, Jacques de Guise nous raconte une histoire légendaire sur l'origine de ces chaussées. Et donc, en faisant des recherches, c'est toujours pareil, parce qu'ils disent des choses dans leurs textes qu'on retrouve maintenant, qui sont... Donc, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Et depuis combien de temps que tu étudies ce sujet? En fait, ces sujets, j'ai commencé par, comment dirais-je, quand je travaillais sur Nostradamus, avec donc toute l'équipe des Belges, hein, de Rudy Cambier, toute l'équipe des amis de Vaudec, là, parce que les chaussées Brunehaut, donc les chaussées Brunehaut vont en Flandre et en Wallonie, hein, ça fait tous les pays, ça va en Allemagne, ça va en Hollande, ça va en France, ça va en Belgique, ça va partout, les chaussées Brunehaut, puisqu'elles existent avant l'existence des frontières, avant l'existence des pays. Donc les chaussées Brunehaut, elles sont là avant toute chose. Et ces chaussées Brunehaut, elles ont des noms, on les appelle chaussées du diable, chaussées vertes, les grandes chaussées, bon, ça a beaucoup de noms. Et en flamand, ça s'appelle les chaussées du diable. Duivelkasseche. Et ces chaussées du diable, on retrouve la notion dans Nostradamus. C'est-à-dire que Nostradamus va lui parler pas de chaussée du diable en flamand, il va parler de Cassis Saint-Georges. Donc le Cassis Saint-Georges, c'est une chaussée, hein, les ch'timi parlent comme ça, un cassis. Le Cassis Saint-Georges, c'est une chaussée qui est relative à Saint-Georges, qui lui tue le dragon. Puisque c'est un moine qui écrit, il ne va pas écrire les chaussées du diable, lui il va écrire les chaussées Saint-Georges pour signaler la chaussée. Et donc c'est Rudy Cambier qui avait fait une conférence sur ces chaussées Saint-Georges, et ça m'avait passionné, quoi. Donc j'avais recherché des informations, et c'est là où je suis tombé sur le texte de Jacques de Guise. Alors c'est un texte écrit au XIVe siècle, hein, qui est écrit pour un Valois, et quand je m'aperçois que l'affaire le texte de Jacques de Guise se rattache d'une manière un peu acrobatique, mais se rattache quand même à l'affaire de Rennes-le-Château et au prieuré de Sion, bon, j'ai plongé dedans, et puis voilà. Et donc, en prenant des informations, donc on est plusieurs maintenant, on est 5 associations à travailler là-dessus, et on essaie de faire un inventaire complet de tout ce qu'on trouve sur les chaussées Brunehaut. Voilà, dans le cadre d'un projet qu'on va présenter d'ici 3-4 mois. Yes, donc, voilà. Ça a l'air fort intéressant. Ah, c'est passionnant. C'est passionnant, et là, ouais, bah, en plus, je vais faire des vidéos. Je me permets, je sais que t'es sympa, Zélico, hein. J'ai dit tout à l'heure, bon, j'ai une chaîne qui s'appelle Recherche et Partage, hein, où il y a 4 vidéos, donc je ne fais pas concurrence. Mais je vais sans doute mettre des vidéos sur les chaussées Brunehaut d'ici 2 ou 3 mois. Yes. Hein, voilà. Ok. Eh bien, écoute, sujet fort passionnant, donc... Attends, je vais noter, oui, parce que j'ai mon livre, hein, donc il est toujours disponible, ouais. Oui. Et surtout, si vous voulez, mon copain, mon ami Tony Bontempi,
qui est un des meilleurs connaisseurs de l'affaire de Rennes-le-Château et qui anime la librairie La Rose Rouge. Donc, vous tapez La Rose Rouge librairie dans votre barre de recherche et vous tombez sur le site de Tony. Il le vend, il a le maisonnerie, il a mes livres sur Nostradamus, il a mes livres sur la découverte de l'Amérique, il a tous mes livres. Tony, c'est vraiment un gars sympa, hein, c'est un vieux libraire de Rennes-le-Château, enfin un vieux, il est pas vieux, Tony est plus jeune que nous, mais c'est un gars très sympa qui mérite vraiment qu'on lui achète des livres, hein, d'autant que j'ai pas compris pourquoi. Y a des gens du gouvernement qui veulent taxer les livres d'occasion. C'est tout. Il y a des livres, surtout dans le milieu de Rennes-le-Château, qu'on ne peut plus acheter neufs. Hein, les premiers livres de Michel Vallée, les livres de Gérard de Sèdre, bon voilà, on peut plus les acheter neufs, donc on est obligé de les acheter d'occasion. Et parfois, d'ailleurs, les occasions, ils sont plus chers que les neufs. Hein, mais l'État veut mettre une taxe. Donc, il faut aider notre ami Tony Bontempi, librairie La Rose Rouge, et puis donc il vend, comme il dit, il a le livre à l'origine de l'affaire de Rennes-le-Château. Yes. Voilà, yes. Ouais, il mérite. Ok, de toute façon, en lien dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et puis comme ça fait 1 an qu'on s'est vu, bah, comme d'habitude, tu connais le sujet à la fin, donc je te laisse le dernier mot de la fin. Bah écoute, j'étais ravi de te revoir. Hein, surtout qu'avec toi, c'est vraiment cool, quoi. Hein, on s'appelle, on fait ça, c'est bien, c'est sympa. Je souhaite que ta chaîne continue à se développer. J'ai vu que tu avais près de 10 000 adhérents, 10 000 followers ou abonnés, je sais pas comment on dit pour YouTube. C'est bien. Bon alors, je regarde hein, parfois hein, quand tu reçois les gens, je regarde pas tout parce qu'il y a quand même pas mal de mecs qui c'est pas trop ma tasse de thé, donc voilà, je vais pas me fâcher, je m'énerve vite quand je regarde des trucs. C'est bien. Alors, je le répète, l'affaire de Rennes-le-Château, c'est une affaire extraordinaire. Franchement, s'il y a des gens qui nous écoutent, même s'ils nous écoutent après en replay, c'est une affaire extraordinaire. Je le dis toujours, c'est plus fort que toi, Rennes-le-Château. Parce que Rennes-le-Château, on n'en trouvera jamais la solution. Jamais la solution. Mais la seule chose qu'il faut faire quand on aborde Rennes-le-Château, c'est de s'en tenir au départ, je dis au départ, après on peut faire ce qu'on veut, mais au réel, au fait, à ce qui est avéré. Ne pas partir sur des bases fausses. Ne pas partir sur ah bah ouais les pommes bleues j'ai trouvé non. Pourquoi les pommes bleues? Pourquoi bon c'est des trucs de Rennes-le-Château. Donc voilà, que les gens continuent à s'amuser avec Rennes-le-Château, à s'amuser ou pas s'amuser, il y a des gens qui sont sérieux et qui considèrent l'affaire sérieusement, mais qui partent du réel, qui partent des faits, et ils verront que l'affaire est d'autant plus belle parce qu'il y a encore des tas de choses à découvrir. Yes. Moi, je vais juste terminer pour dire aux personnes que vu que c'était une interview fort intéressante, on a appris pas mal de choses, comme la première fois, qui partagent la vidéo, qui le like et puis qu'ils achètent ton livre et voilà. Et donc, moi, je voulais te remercier encore une fois d'avoir accepté mon invitation pour clore le sujet sur Rennes-le-Château. Mais je pense qu'on n'a pas terminé de faire d'autres interviews ensemble. Je pense que tu vas m'intéresser encore pour un autre sujet. Je suis à ta disposition. Comment? Je suis à ta disposition. Yes. Ok. Ok. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Tu restes encore quelques minutes avec moi. Ok. Et je vous dis à très bientôt. Bonsoir à tous.